Alors, Monsieur le maire, Monsieur le directeur, Monsieur le président, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de participer à ce colloque 40 ans de recherche dans le Mercantour depuis sa création. En effet, depuis 40 ans, et même bien avant, mais depuis de 40 ans, nous travaillons activement dans le parc national du Mercantour. Et au cours de nos recherches, nous avons relevé 4150 roches gravées, à peu près, un peu plus, 4150 gravées, sur lesquelles il y a un total de 100 000 signes, dont 40 000, 45 000 sont significatifs. Et le reste, ce sont des cupules isolées, des groupes de cupules isolés, des nuages de cupules ou des petites barres, mais qui sont très importantes car elles complètent et elles expliquent l'ensemble des gravures. Car pendant longtemps, on s'est demandé si ces gravures correspondaient à des inscriptions de bergers plus ou moins oisifs qui passaient leur temps à faire des gravures, ou si elles avaient une signification, et si elles avaient un récit. Et c'est en examinant non seulement les gravures, les 40 000 gravures significatives, mais les 60 000 groupes de cupules ou plages de cupules, et même bien plus si on prenait chaque cupule indépendamment, qui nous permettent de comprendre la signification de ces gravures. Alors, nous préparons plusieurs ouvrages, et je voulais vous présenter aujourd'hui un livre qui s'appelle Cupules isolées, groupe de cupules chevauchantes et nuages de cupules, petites barres. Et l'éditeur ne nous l'a pas apporté, mais j'en ai deux maquettes ici en couleur que vous pourrez consulter. Et l'ouvrage va sortir ces jours-ci. L'éditeur n'a pas eu, je crois qu'il y a un problème d'encre à sécher, etc. Donc il ne nous a pas livré les livres, mais il nous a livré 2 exemplaires en couleur que vous pourrez regarder. Il y a un autre livre qui va sortir aussi chez Odile Jacob et qui s'appelle Écriture, proto-écriture, système iconographique, et qui va sortir dans les mois qui viennent. Donc beaucoup de livres qui suivent de nombreux autres livres que nous avons déjà publiés sur les gravures de la région du Mont Bégaud. Alors il y a autour du Mont Bégaud, entre 1950 mètres d'altitude et 2780 mètres, plusieurs hautes vallées montagnardes. Il y a 7 hautes vallées montagnardes tout autour du Mont Bégaud. Et les plus riches sont le secteur des Merveilles, vous voyez, au sud-est du Mont Bégaud, et le secteur de Valorita. Il y a d'autres secteurs qui sont également très riches en gravures. Alors, le problème, c'est l'âge de ces gravures. Alors, l'âge de ces gravures, on peut les évaluer en prenant en compte des découvertes qui ont été faites dans des abris sous bloc, comme le Gias del Chari. On appelle les abris sous bloc des Gias del Chari, où il y a des cultures cardiales, des poteries cardiales qui datent de 6 000 à 5 000 avant notre ère, des cultures chasséennes qui datent d'environ 4 000 avant notre ère, des cultures de l'âge du bronze, et surtout des poteries de l'âge du bronze, de l'âge du cuivre et de l'âge du bronze ancien. Il y a aussi de l'âge du bronze moyen, de l'âge du bronze final, de l'âge du fer. Mais toutes ces découvertes matérielles archéologiques, c'était... C'est bon. Voilà. Toutes ces découvertes ne permettent pas vraiment de dater les gravures. Et seules des inscriptions sur les roches gravées permettent des gravures. Et on voit qu'il y a des poignards de l'âge du cuivre qui ont des bases rectilignes. Et à la droite, complètement, des poignards de l'âge du bronze ancien qui ont une base convexe. Et ces gravures, d'après le style des gravures, d'après aussi le style des hallebardes, qui sont uniquement présentes dans le chalcolithique et l'âge du bronze ancien, permettent de dater ces gravures de l'âge du cuivre et de l'âge du bronze. Et en particulier, une hache, par exemple, qui ressemble énormément à la hache découverte associée à l'homme de Similone, à l'homme sorti des glaces, qui a été daté par le carbone 14 de 3300 ans avant Jésus-Christ. Et on peut dire que l'ensemble des gravures rupestres proto-historiques de la région du Mont Bégaud a un âge compris, grosso modo, entre 3300
et 1800 ans avant notre ère. Certaines personnes ont essayé de dire qu'elles étaient beaucoup plus anciennes, mais c'est peu convaincant. Alors, les styles de gravure, il y a des gravures non figuratives, c'est les cupules isolées, vous voyez, en première en haut, vous avez le cupule isolée, puis des groupes de cupules isolées, puis des plages de cupules chevauchantes, des nuages de cupules, des petites barres. Tout ceci, ça représente 60 000 gravures. Et toutes ces gravures, comme vous allez le voir dans nos projections, n'ont pas été placées au hasard et elles sont placées souvent à des endroits bien significatifs. Et puis après, il y a des figures figuratives, les lignes en zigzag qui évoquent la source, les lignes en sinueuse qui évoquent le ruisseau, la source, les lignes en zigzag qui évoquent aussi la foudre, des figures géométriques comme des carrés, des rectangles, des cercles, des demi-cercles, des figures plus complexes comme des cercles concentriques avec un point ou des carrés avec un point au centre, des spirales, des croix. Prochaine. Il y a aussi des corniformes, c'est les gravures les plus nombreuses avec les figures rectangulaires. Les gravures rectangulaires représentent à peu près 30%, 35% des gravures figuratives. Et les gravures rectangulaires que vous verrez en bas de cette figure représentent à peu près le même pourcentage. Il y a ces corniformes évoquent des bovidés et ils sont représentés souvent sous forme d'attelages qui tirent des arères, parfois des travois, parfois des herses, parfois des chariots. Les armes, ce sont les poignards, les hallebardes, les haches, les arcs, qui sont toujours portés par des archers, et puis des figures plus symboliques comme des crosses ou des objets. Après, nous avons assez nombreux des figures réticulées qui évoquent les champs cultivés, comme vous le verrez tout à l'heure, c'est très clair. Alors des réticulés à une seule rangée, qui sont des réticulés scalariformes, à 2 rangées, à 3 rangées, et des réticulés complexes. Il y a des figures qui sont des rouelles ou des carrés qui évoquent des rouelles à 4 cases, avec les axes qui sont la plupart du temps, que dans 98% des cas, orientés selon les 4 points cardinaux, nord-sud et est-ouest. On voit bien que ce n'est pas des gravures faites au hasard. On les a toutes mesurées à la boussole. Après les figures réticulées à appendices, qui ont parfois se terminent par des appendices, qui se terminent par des griffes, et qui évoquent des êtres vivants, qui sont toujours gravés à proximité immédiate d'un lac, d'une étendue d'eau, et que nous considérons comme le génie des eaux. Puis à la base, vous avez les plages rectangulaires ou ovales qui évoquent des impluviums. Odile Romain tout à l'heure vous présentera des impluviums récents d'ailleurs, qui étaient creusés par des bergers pour conserver de l'eau, pour faire boire leurs troupeaux. Prochaine. Ah non, c'est moi. Alors, ici, des personnages. Alors, des personnages erratiques, des figures en trou de serrure qui évoquent aussi des personnages, des figures qui n'ont pas de tête, qui ont les bras levés, qui représentent des figures féminines, puis des figures, des corniformes anthropomorphisés, des petits personnages, des officiants ou des prêtres, au-dessous des personnages qui ont une activité, qui brandissent une arme, qui brandissent un arc, qui conduisent le chariot. Des figures qui évoquent une main, un pied ou une oreille percée par une flèche. Des animaux comme des chiens. Des figures en rouelles qui évoquent le soleil. Et puis des figures qui évoquent des astres, le soleil, des étoiles, la croix du Sud, la nébuleuse d'Orion et les amas stellaires des Pléiades. Alors toutes ces gravures ont été faites par des cupules. Et ces cupules ont été faites soit par pression et rotation, mais très souvent aussi par percussion indirecte. Et vous voyez que ces cupules sont parfois bien alignées. Vous voyez par exemple la gravure d'en bas, on voit que les cupules suivent les unes derrière les autres et qu'elles ont été faites avec une sorte de burin, un intermédiaire, qui pourrait être un bloc de quartz,
et qui étaient percutés, ce qui permettait d'avoir les cupules qui se suivent, qui sont continues. Et toutes ces gravures, c'est que 40 000 gravures figuratives sont presque toutes, à 99,9%, faites par ce système de cupules jointives. Mais vous voyez que parfois les cupules sont isolées, et là vous voyez par exemple un exemple où on a vraiment que les cupules ont été mises volontairement un cercle avec un point au centre. Je crois qu'on me fait signe qu'il n'y a plus beaucoup de temps, alors j'ai une dépochée dans le soleil, vous voyez, fait par des cupules. Alors parfois, avant de faire les gravures cupulées, ils les ont préparées avec des stries, et puis ils en ont cupulé quelque chose. Mais ce bloc s'est effondré, et ils n'ont pas pu continuer à achever de cupuler toutes les gravures qu'ils avaient prévues. Alors, pour montrer que les cupules sont volontaires, elles sont associées, concentrées sur un bloc, sur des gravures particulièrement significatives et souvent groupées entre elles. Des fois, les cupules sont alignées. Ici, vous voyez un trou naturel de la roche qui évoque la source, avec des cupules qui suivent et qui viennent se terminer entre les cornes d'un corniforme. C'est l'eau de la source qui vient irriguer le pâturage, car ces corniformes évoquent le pâturage. Et à droite aussi, vous voyez. Parfois, les plages rectangulaires évoquent un bassin d'eau, un impluvium, d'où peut s'écouler l'eau. Ici, c'est un personnage qui tient un trou de la roche, d'où sort le ruisseau. C'est le prêtre qui fait jaillir l'eau du rocher. Ici, c'est des corniformes qui évoquent le bovin, qui évoquent le pâturage, dont l'extrémité des cornes se termine par des lignes sinueuses ou des lignes en zigzag. C'est l'eau du ruisseau, l'eau du ciel, la pluie qui vient irriguer le pâturage. Ici, alors, en général, ces lignes sinueuses qui ont été ajoutées à l'extrémité des deux cornes évoquent le ruisseau, mais elles ne sont pas symétriques, alors que les cornes du corniforme sont toujours parfaitement symétriques. Alors pour vous montrer que le réticulé est bien un symbole du champ cultivé, vous voyez que très souvent, on a gravé sur le réticulé une ligne sinueuse qui évoque le ruisseau qui vient irriguer la terre. Vous voyez, il y a énormément de réticulés sur lesquels il y a une ligne sinueuse qui évoque le ruisseau. Parfois, les réticulés ont été parsemés de cupules. C'est la pluie du ciel qui vient irriguer la terre. Et vous voyez qu'aux deux extrémités de cette figure de réticulé qui est placée dans une gaule où l'eau s'écoule en temps de pluie, sont composées par deux rouelles à 4 cases qui sont orientées, dont les axes sont orientés selon les points cardinaux nord, sud et est-ouest. Ici, vous voyez très bien que la ligne sinueuse évoque vraiment le ruisseau. Elle sort, elle est issue d'un trou naturel de la roche qui évoque la source. Elle se prolonge et elle s'achève sur un réticulé, sur une plage rectangulaire qui évoque un impluvium et elle se termine sur le petit côté de cet impluvium. Et tout autour, une ligne circulaire qui évoque peut-être le ruisseau, avec des plages de cupules qui évoquent les champs cultivés. On voit très bien qu'ici, c'est un corniforme dont les cornes se terminent dans une fissure naturelle de la roche. C'est la source qui irrigue le pâturage. Parfois, entre les cornes d'un corniforme ont été placées des plages rectangulaires qui évoquent la retenue d'eau, le bassin de rétention d'eau susceptible d'irriguer le pâturage. Alors vous voyez que chaque gravure a le nom de sa zone, de son groupe, de sa roche. Elles sont toutes localisées. Ici, alors, vous êtes en présence vraiment d'un idéogramme. Vous voyez un corniforme, c'est le pâturage. Et un poignard, c'est le dieu de l'orage qui vient féconder la terre. Avec une ligne sinueuse, une ligne en zigzag qui se termine à la fois à l'extrémité d'une des cornes du corniforme et du poignard. Et le corps du corniforme se transforme en timon qui se termine par un arrière qui symbolise le labour. Alors les corniformes sont très nombreux, il y en a beaucoup de variétés. Et souvent en bas, vous voyez, le corps est formé soit par une hache, soit par un poignard. Oui. Voici les autres attelages.
des réticulés. Alors, des réticulés, il y en a de beaucoup de variations. Je m'excuse d'aller très vite. Alors là, vous voyez que le réticulé, vous êtes ici en présence de figures qui montrent bien que le réticulé symbolise la terre cultivée. Par exemple, en haut, vous voyez l'axe longitudinal central du réticulé se termine d'un côté, se transforme en timon, qui se termine d'un côté à droite par le corniforme qui tire l'attelage et à gauche par l'arrière. Au-dessous, l'axe longitudinal du réticulé se termine par un arrière. En bas, c'est un attelage qui tire un réticulé. Alors les figures géométriques à 4 cases, avec les axes orientés nord-sud et est-ouest, selon les points cardinaux. Alors ici, c'est le personnage anthropomorphe, c'est le dieu de l'orage, qui brandit les poignards, c'est-à-dire qui brandit la foudre. Et alors vous l'avez à gauche, vous l'avez en haut à droite, ce qu'on appelle le faux sorcier, à gauche, ce qu'on appelle le sorcier. Mais très souvent, le personnage n'est pas inscrit, mais les deux poignards sont inscrits. Et quand vous vous baladez sur les pentes escarpées de la montagne du Bégo, que vous trouvez deux poignards parallèles côte à côte homologues, vous êtes en présence du dieu de l'orage. Comme dans la religion chrétienne, il y a le Christ sur la croix, parfois le Christ a disparu, et la croix représente le personnage. Et ici, c'est les figures géométriques, les figures en trous de serrure. Alors, on connaît beaucoup de trous de serrure, mais vous voyez que c'est une représentation du personnage au bras zigzag, hein, qui est simplifié. Alors, les corniformes anthropomorphisés, ils sont très nombreux. On a transformé un corniforme en ajoutant des yeux, des narines, un nez, pour en faire un personnage plus ou moins schématisé. Ici, des figures bien caractéristiques. Et ici, la figure que nous appelons la déesse, la grande déesse, d'Esther ou déesse mère, qui est composée par un corps. Elle n'a pas de tête, les deux bras levés et les jambes arc-boutées. Et vous voyez en haut, vous avez une figure où les deux bras levés se terminent dans un trou naturel de la roche. D'ailleurs, elle est placée de côté, un peu en oblique, pour rejoindre les deux trous naturels de la roche. Cette grande déesse est parfois située au-dessus d'un corniforme. C'est la déesse mère qui accouche du dieu taureau, ou c'est deux fois le contraire, c'est le taureau qui est placé au-dessus de la déesse terre, c'est le dieu taureau qui féconde la terre. Ici, c'est parfois plus complexe. C'est en haut à gauche, vous avez la déesse mère, au-dessus du dieu taureau, qui féconde à nouveau la déesse mère, qui féconde à nouveau le nouveau taureau. Et cette succession de figures évoque vraiment le culte, le mythe du fils époux, qui est bien connu au Proche-Orient. Et vous voyez à droite la même chose. Et la déesse mère, ou déesse terre, est parfois reliée à un attelage qui évoque le labour, et à droite à un corniforme qui évoque le pâturage. Vous connaissez le dicton, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Alors aussi, les hallebardes. Les hallebardes, ce sont des objets cultuels. D'ailleurs, prenez une hache ou une hallebarde en cuivre, vous ne pouvez pas vous en servir. Une hache en cuivre, au bout du 13e coup, le tranchant est tout aplati. Donc, ce n'étaient pas des objets fonctionnels, c'était des objets purement cultuels. Et d'ailleurs, vous voyez, ils ont des manches des fois qui font 6 fois la longueur du personnage, de l'officiant. C'était donc un objet qui avait pour but de faire tomber la pluie ou de sacrifier le bovin. Là, vous avez une roche qui était très élevée dans le Val de Fontaine-Alba. Vous voyez à gauche deux personnages, un qui brandit une hache, l'autre une hallebarde sans doute, avec un bovin couché. Et la plage rectangulaire, l'impluvium, qui doit être rempli par le puits du ciel. Et à droite, c'est la même figure, mais comme la roche est plate, ça dépend d'où on la regarde. Vous avez deux personnages qui sacrifient un bovin, l'un qui brandit une hache et l'autre qui bande un arc. Ici, vous voyez le sacrifice du bovin, le personnage qui brandit une très longue hallebarde, vous voyez, très étroite, avec le bovin couché. Et très souvent, un corniforme couché est placé sous la lame d'une hallebarde. C'était le sacrifice du bovin qui correspondait à des rites propitiatoires qui avaient pour but de faire tomber la pluie, la recherche de l'eau.
Ici, vous voyez une hallebarde avec un corniforme dessous et des groupes de cupules qui évoquent la pluie. Là, les corniformes, les réticulés à appendices, qui représentent le gîte des eaux, qui sont toujours gravés à côté d'une étendue d'eau. Et alors, ce qui est important, c'est de rechercher les associations. Et tout notre travail consiste à la recherche d'associations pour essayer de comprendre la signification de ces gravures. Et très souvent, un corniforme est placé à côté d'un réticulé, ou deux réticulés sont placés côte à côte. Ici, par exemple, ce que j'appelle la figure le ciel et la terre, deux cercles concentriques avec une plage de cupules au centre qui évoque le ciel, et dessous un réticulé qui évoque la terre. Alors là, les impluviums, je vais peut-être laisser la parole aux 2 minutes. Bon, ben je le fais alors rapidement. Un impluvium. On a repéré dans la région des merveilles beaucoup d'impluviums. C'est des trous naturels creusés dans le sédiment pour que les moutons puissent trouver de l'eau pour boire. Et derrière ces roches, on a souvent des gravures avec de nombreuses lignes sinueuses qui évoquent le ruisseau et qui se terminent par des plages rectangulaires qui sont la symbolisation d'un pluvium. Mais vous voyez, sur cette roche qui s'appelle la roche aux 26 attelages, 26 attelages, on a beaucoup d'impluvium, de refiguration d'impluvium, des lignes sinueuses qui évoquent le ruisseau, et puis beaucoup d'attelages. C'est vraiment la représentation d'une structure d'irrigation. Ici, une autre structure d'irrigation, ouais, mais je ne vais pas, qu'on appelle, il y a une structure d'irrigation aussi, avec un grand corniforme en grec qui évoque le dieu taureau qui est sacrifié, le personnage qui brandit la hallebarde, qui est abaissé, au-dessus un réticulé qui symbolise la terre, la grosse est remplie de cupules, et l'abondance des corniformes indique l'abondance du bétail. Ici aussi, vous voyez, ci ou là, les personnages qui saluent l'arrivée de... Les personnages, il y a 7 personnages tout autour qui saluent l'arrivée de l'eau dans les impluviums. Ici, les champs cultivés. On va ici, garder quelques minutes pour les questions. Je termine. Et alors, on a aussi dans la vallée des merveilles beaucoup de figures qui évoquent le soleil, les étoiles, une comète, la croix du Sud, car la croix du Sud était visible au-dessus de l'horizon en 3000 ans avant notre ère. On connaît bien les dates. La nébuleuse d'Orion à gauche, avec le taureau, le chasseur et le taureau, et la nébuleuse de la Vierge. Ici, 2 gravures sur lesquelles on a les représentations des Pléiades. Voici les Pléiades sur la roche dite de la danseuse, et ici les Pléiades sur la roche des Pléiades. Et puis très souvent des cupules ont été mises et groupées pour indiquer, vous voyez, il y a 3, 4, 5, 7 cupules qui évoquent les Pléiades. Vous savez que jusqu'à Galilée, on voyait moins de 7, 8 cupules. Ici, vous voyez, au-dessus du corniforme d'en haut, 6 cupules qui évoquent la masse stellaire des Pléiades. Ici, sur la roche à Fontanalba, sur la roche d'Antonietti, vous voyez encore un groupe de cupules qui évoquent les Pléiades. Ici, les Pléiades ont été placées au-dessus d'une hallebarde orientée est-ouest. Et très souvent, ces Pléiades sont au-dessus d'une hallebarde orientée est-ouest. Ici, une plage de cupules, vous voyez, au-dessus du commandes. Ici, une autre plage de cupules. Ici, alors, on peut montrer un disque du Beaux Anciens. C'est le disque de Nebra, où il y a cette cupule bien représentée. Ici, la Croix du Sud, avec toujours les Pléiades placées à côté. Mais la position des Pléiades par rapport à la Croix du Sud peut nous indiquer le moment de l'année où ces gravures ont été faites. Et ici, pour terminer, une dernière graphique qui montre l'évolution du climat au post-glaciaire. On a pu reconstituer les positions du climat par l'analyse du delta au 16 au 18 à partir de coquilles marines qui sont dans des grottes de la baie de Villefranche, la grotte du Corail, où on a des coquilles qui vont de 8000 ans jusqu'à l'actuel. Et on a mesuré l'oxygène et on a reconstitué l'évolution du climat. Et on voit qu'à cette époque-là,
3000 ans avant notre ère, le climat était plus chaud que maintenant, beaucoup plus chaud que maintenant et plus sec. Et il est normal que les hommes qui avaient leurs champs asséchés dans le Piémont italien ou en Provence, dans les régions de Provence ou de Ligurie, recherchaient l'eau. Et toutes ces gravures correspondent à des rites propitiatoires qui ont été gravés par des officiants entre 3000 et 1800 ans avant notre ère. Je vous remercie. Alors, si vous voulez consulter notre ouvrage, qui va être sortir dans les jours qui viennent, il se peut-être qu'il sorte aujourd'hui ou demain, je vous le laisse là, vous pourrez venir le consulter. On a le temps pour prendre une question. Vous avez le diagramme de Lemay dans la vallée des Merveilles qui montre l'explosion du Mélèze au Chalcolithique. Oui, c'est ça. Ouais. Ça correspond très bien. Et on a fait des carottages dans des lacs qui sont très hauts. Et on a trouvé dans les tourbes des troncs de mélèze où aujourd'hui il n'y a plus de mélèze. Ensuite, vous avez vers la partie occidentale du Mercantour les diagrammes de De Beaulieu qui montrent un retard. C'est-à-dire que le mélèze était beaucoup moins abondant et d'autres espèces comme l'épicéa, le sapin, voire la rolle, puisqu'on n'arrivait pas à distinguer dans les pins, mais là je pense que compte tenu des altitudes, c'était la rolle. Donc je pense comme vous, si vous voulez, que c'est autour du Bégot que s'est constituée cette dégradation, enfin, cette transformation forestière qui a abouti à l'opulence des Mélézéens. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Ah oui, bien on voit dans les analyses polyniques, en particulier faites par Jacques-Louis de Beaulieu, qui faisait partie, on voit la progression du mélèze à partir du post-glaciaire, au début du post-glaciaire. Ce n'est pas généralisable à la partie occidentale du Mercantour qui obéit plutôt à un modèle traditionnel dont je parlerai demain. Vous avez également travaillé dans la Val Camonica en Italie, hein, vers le lac d'Iseo. Et alors, les datations de ces gravures sont à peu près contemporaines de celles des Merveilles. Il est parti. Une partie. Partout. Il y a des gravures qui sont plus anciennes et des gravures qui sont plus récentes, ça jusqu'à l'époque romaine. Au Bégot, tout s'est arrêté. Au Bégot, tout s'est arrêté vers 1800 ans avant Jésus-Christ, à la fin de l'âge du bronze ancien. Il n'y a pas de gravure du bronze moyen. Mais au début, vers le Chalcolithique, c'est à peu près la même période. Voilà. Ah oui, il y a une zone dans le Val Camonica qui est absolument contemporaine du Bégot. Mais il y a des gravures à la fois plus anciennes et des gravures plus récentes. C'est allé jusqu'à l'époque romaine au Val Camonica.